Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. Et si toi ça va pas, bah dis-toi que t'es pas une arme antique qui va se faire chasser par le gouvernement mondial. Car ouais, dans cette théorie on parlera de l'arme antique Pluton. Et surtout que la personne qui est cette arme n'est autre que Vivi. Donc d'abord on verra pourquoi Pluton est à Alabasta, et ensuite on verra pourquoi je pense qu'il s'agit de Vivi. Alors tout ce que t'as à faire, c'est de te poser et suivre au calme. Et oui, c'est comme ça sur le philosophe. Vas-y, balance l'intro. 東京都内のホテルで開かれた Déjà, petit rappel, les armes antiques sont les armes capables de détruire le monde, selon le gouvernement mondial et Tom, le maître de Franky. De ce fait, le gouvernement mondial interdit formellement toute recherche les concernant. Malgré cela, certains pirates tels que Crocodile ou encore Vanderdecken les recherchent. Bien entendu, le gouvernement mondial les recherche aussi, bien qu'ils interdisent les pirates de faire de même. Car rechercher les armes antiques égale recherche et étude des poneglyphes égale interdit par le gouvernement mondial, sous peine même de déclencher un Buster Call, #O'Hara. Actuellement, nous savons qu'il y en aurait 3, Uranus, Pluton et Poséidon. Pluton était un navire de guerre qui était construit à Water 7, et d'après Sir Crocodile, il se trouvait à Alabasta. Cette arme possède des plans, et donc peut être recréée. Il est donc possible qu'il puisse exister plusieurs Plutons. Poséidon est en fait la princesse Shirahoshi. Cette arme consiste à pouvoir contrôler les rois des mers en leur donnant directement des ordres. Quant à Uranus, on ne sait rien de concret. La plupart, dont moi, pensent que c'est l'arbre à fruits du démon, pour plusieurs raisons. Et retenez ça, c'est super important. Mais déjà, à quand remonte la première fois qu'on a entendu parler de l'arme antique Pluton? Bon, maintenant que le rappel est fait, on va parler de l'arme antique Pluton, qui nous a été présentée pour la première fois à Alabasta. En effet, Crocodile pensait que l'arme se cachait dans ce royaume. Mais arrivé au poneglyphe, Robin lui dit que le poneglyphe parle seulement de l'histoire d'Alabasta et n'indique pas où se trouve Pluton. Cependant, Mister Zero aka Crocodile a su que Robin lui mentait en ayant vu les réactions du roi Cobra Nefertari. Et depuis la fin de cet arc, Crocodile n'a plus eu d'intérêt envers Alabasta et l'arme antique Pluton n'est plus revenue au centre de l'attention. Jusqu'au magnifique arc Enies Lobby, où on apprend que le CP9 était parti en mission secrète à Water 7 pour retrouver les plans de Pluton. On apprend que c'est en fait Franky qui les possédait, qui les avait reçus de Iceberg, qui lui-même les avait reçus de Tom, leur maître respectif. Franky, qui a appris par cœur les plans de Pluton, n'a pas hésité à brûler ses plans. Donc désormais, seuls Franky et Iceberg sont jusqu'à ce jour les personnes vivantes ayant vu en détail les plans du Pluton. Pour que tu comprennes bien ma théorie, j'ai besoin de faire un comparatif entre deux arcs, qui sont Dressrosa et Alabasta. Et croyez-moi, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux arcs. On a donc un roi qui a perdu son trône, une princesse qui a perdu son titre, un frère que Luffy n'a plus vu depuis très longtemps et qui plus est maîtrise le feu, une armée de rebelles qui vont se battre contre l'armée, une organisation de criminels qui accompagne l'antagoniste, et le boss final est un grand corsaire. Et il y en a encore beaucoup de similarités, mais voici la plus importante, c'est la mention d'une arme antique. À Alabasta c'était Pluton, et à Dressrosa on nous parle d'un certain trésor caché de Marie-Joie. Et c'est là qu'on rentre dans la théorie. En poussant les comparaisons plus loin, on remarque quelque chose d'assez subtil. Au royaume d'Alabasta, à Alubarna, la capitale, plus précisément au palais royal, le poneglyphe qui selon Crocodile indiquait où se trouvait Pluton était au mausolée d'Alabasta, là où étaient enterrés tous les anciens rois, et ce mausolée était sous la capitale Alubarna. Et bien si on essaie de regarder ce qu'il y avait sous Dressrosa, plus précisément sous le palais royal, alors on remarque qu'il y avait l'usine de Smile. L'usine de Smile est en fait constituée d'arbres qui puisent le liquide SID dans leurs racines, un liquide qui est créé par César sur Punk Hazard. Et sur cet arbre pousse un fruit qui donne la capacité d'un fruit de démon de type Zoan. Un arbre sur lequel poussent des fruits comme les fruits du démon. Et oui, c'est l'arme antique Uranus dont je vous ai parlé. N'est-ce pas la comparaison ultime que nous a laissé Eiichiro Oda? Est-ce que justement le secret à propos d'un trésor caché que connaissait Doflamingo n'était pas l'arme antique Uranus, et qu'il a tenté de reproduire celle-ci sous son palais royal? Et donc par parallélisme entre Alabasta et Dressrosa, est-ce que le poneglyphe sous Alubarna n'était pas en fait un mode d'activation de l'arme antique Pluton qui se trouve à Alabasta? Car jusqu'à présent, Robin n'a jamais vraiment dit ce qui était écrit sur ce poneglyphe. Je pense que vous comprenez maintenant où je veux en venir. Mais là, tu me demandes pourquoi Uranus serait l'arbre à fruits du démon et serait le trésor national sacré de Marie-Joie. Car il ne faut pas oublier que Doflamingo espérait que l'eau le rende immortel. Ça veut donc dire que pour accomplir quelque chose, il avait besoin d'être immortel. Et Doflamingo, lui, a toujours voulu avoir le pouvoir. Mais de quoi peut-on mourir dans One Piece lorsqu'on est quelqu'un de si puissant comme Doflamingo? Si on retire les empereurs et les amiraux, il reste mourir de vieillesse et surtout manger plusieurs fruits du démon. Sir Mister Zero Crocodile ne s'était pas trompé. Pluton était bien à Alabasta, il avait presque trouvé l'arme. Mais maintenant que j'ai dit où était Pluton, j'ai toujours pas dit ce qu'était Pluton. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Voici une carte d'Alubarna. J'ai trouvé bizarre que la ville d'Alubarna est en hauteur par rapport au désert, et aussi qu'elle a uniquement 4 escaliers pour y rentrer. Pourquoi aurait-il adopté ce mode de construction pour Alubarna, mais pas pour les autres villes? Car oui, je rappelle que Alubarna est la première ville créée. Et la réponse est que pour moi, je pense que Alubarna, oula, attention à ce que je vais dire, Alubarna est la première arme antique Pluton. Je me désabonne. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Et il y a même un foreshadowing. Comme vous le savez, dans la mini-aventure des nerfs sur la Lune, on y voit des fresques. J'imagine ne pas être le premier à vous dire que les personnages sur ces ruines peuvent représenter les 3 armes antiques, car déjà ils sont 3, et qu'on remarque sur chacun d'eux un signe bien distinctif. L'un possède un chapeau avec un monstre marin, représentant Poséidon qui permet de contrôler ces monstres. L'autre possède un chapeau avec un gouvernail, représentant Pluton, qui est un navire. D'ailleurs, on remarque qu'il est habillé dans un style égyptien, l'Égypte étant représentée par Alabasta. La troisième serait sûrement Uranus. Et pour appuyer le fait que Uranus est bien l'arbre à fruits du démon, le personnage semble posséder ce qui peut s'apparenter à une branche. Au bout, on y remarque une forme circulaire avec des spirales. Et donc, vous avez deviné, cela représente les sourcils de Sanji. Non, évidemment, les fruits du démon, qui ont des spirales partout sur leur peau. Et donc, les armes antiques seraient bien humaines. Maintenant, sur cette image, on y voit les 3 humains quitter la Lune et dire adieu aux Spaces. On le remarque par rapport à leurs larmes. Je pense qu'à ce moment-là, elles sont arrivées ensemble sur Terre, mais ensuite se sont finalement séparées. Pas forcément à cause d'une dispute, peut-être que les 3 premières armes antiques, elles, étaient proches, mais que leurs descendants ne l'ont pas été. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le peuple de la Lune est arrivé sur Terre, ils ont d'abord vécu ensemble pendant de nombreuses années. Mais ensuite, les descendants se sont séparés, ainsi que leurs tribus, afin de vivre dans un endroit qui leur correspondait le plus. Et c'est comme ça que Poséidon s'est installé sur une île sous-marine, connue aujourd'hui comme l'île des hommes-poissons, car Poséidon est le dieu des océans. Uranus étant le dieu du ciel, son possesseur doit sûrement se trouver dans une île en haute altitude. Et pour Pluton, c'est alors que le royaume d'Alabasta est né. Enfin, ce royaume était en réalité un navire gigantesque pouvant même abriter une ville, mais qu'une seule personne était apte à le faire fonctionner. Et cette personne n'est autre que Pluton lui-même. Ce navire était aussi une très grosse force de frappe, et c'est surtout pour ça qu'il s'agit d'une arme antique. Et donc en m'étant renseigné sur la mythologie, le domaine du dieu Pluton était les enfers, en profondeur. Et donc, comme le dieu Pluton de la mythologie grecque, son possesseur devait aimer les endroits souterrains. Et donc la partie d'Alubarna que vous voyez n'est que la partie émergée de l'arme antique Pluton. Et comme on le sait, Alabasta fait partie des 20 royaumes qui se sont alliés contre l'ancien royaume, et qui à la fin de la guerre ont formé le gouvernement mondial. Et je pense que Pluton est une énorme force de frappe qui a joué un rôle important dans la chute de l'ancien royaume. Cependant, à la fin de la guerre, la famille royale n'est pas montée à marée joie, car la famille Néfertari sont ceux qui maîtrisent Pluton, et donc ne voulaient pas prendre le risque qu'un futur Néfertari devienne un dragon céleste. Et l'histoire s'est ainsi perdue à travers le temps, ce qui fait que même le roi Cobra Néfertari actuel n'est au courant de rien à propos du poneglyphe qui est sur son île et de ses ancêtres. Mais pourquoi Alabasta a attaqué l'ancien royaume? Ça, j'y répondrai dans une future théorie. Et là tu te dis que Pluton est à Alubarna, mais qu'au final il va rester là et qu'il ne sera jamais découvert. Et c'est sur ça que je vais enchaîner. Évidemment, qui aurait l'idée d'aller creuser sous Alabasta pour trouver quelque chose? Ah, bah on me signale au Denden Mushi une certaine mini-aventure dans laquelle on creuse sous Alabasta. Et cette mini-aventure est la mini-aventure de Gedatsu. Ouais, tu sais pas c'est qui, c'est lui. Celui qui a perdu contre Chopper dans l'arc Skypiea. J'ai mis un lien en description afin que vous puissiez la lire. Cette mini-aventure est très intéressante car elle nous donne le droit de penser qu'il y aurait de l'eau sous Alabasta. Assez pour le gigantesque navire qu'est Pluton. J'avoue que ce serait assez comique que Pluton soit trouvé par erreur par Gedatsu à force de creuser. Mais souvent on remarque que les personnages dans les mini-aventures reviennent toujours dans l'histoire principale de One Piece. D'ailleurs c'est un parallèle avec Caribou qui lui aussi est un personnage assez comique, mais pourtant il connaît le secret de Shirahoshi qui est l'arme antique Poséidon. Et lui aussi a eu droit à sa mini-aventure. En tout cas si la nouvelle arrive au gouvernement mondial, l'avenir du royaume d'Alabasta pourrait être remis en jeu. Surtout qu'avec l'amiral en chef Akainu, tout est bon pour renforcer la marine. Ce sera un débat qui diviserait les nations du gouvernement mondial. Mais je n'ai toujours pas montré le fameux foreshadowing de Oda dont je parlais qui montrerait que Alubarna est bien l'arme antique Pluton. Et c'est maintenant qu'on va le voir. Alors ce fameux foreshadowing qui appuie ma théorie vient d'un élément que moi-même j'ai introduit pendant le résumé. Comme je l'ai rappelé, à la mort de Tom, Iceberg a gardé les plans de Pluton, et ce pendant de nombreuses années. C'est ensuite qu'il a donné ses plans à Franky, ce qui veut dire qu'il a eu l'occasion de voir les plans de Pluton, en détail. À la fin de l'arc Enies Lobby, Iceberg annonce que Water 7 a condamné,
car un jour l'Aqua Laguna, la grande vague, emportera tout Water 7. Et la solution que Iceberg a choisie pour sortir de cette impasse était assez incroyable. Oui, tu t'en rappelles, il voulait faire flotter Water 7 sur l'eau, et donc transformer Water 7 en un gigantesque bateau. Pour moi, le foreshadowing vient du fait que Iceberg, qui a vu les plans du Pluton, s'est inspiré de ses plans pour avoir cette idée. Et quand je vois le regard de peur de Franky qui transpire, je me dis que lui aussi qui a vu les plans de Pluton, sait d'où Iceberg tient cette idée. Pourtant, Franky n'est pas une personne qui a peur de créer des objets très dangereux. Alors que cette fois, il transpire, il a peur. Dans le manga, on n'a pas eu droit au croquis. Mais dans l'anime, on a pu voir ce croquis que voici. Et je pense que la partie basse que Iceberg est en train de mettre en place est ce qui se cache sous la ville d'Alubarna. Mais bien sûr, dans la création de Iceberg, il n'y a pas tous les canons et les armes à feu qui font de Pluton une arme antique. Maintenant, je vais simplement dire pourquoi je pense que Pluton est Vivi, et donc pourquoi elle est la personne qui peut contrôler ce navire. Bon, déjà si Pluton était à Alabasta, je vois mal une autre personne qu'elle pour être Pluton, car les autres personnages sont vraiment pas importants dans One Piece. Et comme je l'ai dit, cette fresque me fait penser que pas seulement Shirahoshi, mais que les 3 armes antiques sont bien des humains. Et pour moi, Pluton peut être construit par un ingénieur de génie, mais pour pouvoir l'activer, il faut la personne spécifique. Et dans One Piece, on a déjà vu des bateaux qui ne fonctionnent qu'avec une certaine personne à bord. Et je pense que Pluton se transmet aux princesses Nefertari, comme Poséidon se transmet aux princesses sirènes. Car dans le chapitre 908, Im tient dans sa main une photo de Vivi. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Nous aurons évidemment plus d'informations dans la suite de One Piece, mais en faisant cette théorie, il me reste quand même une question qui reste en suspens. Comment Crocodile a su l'existence de Pluton à Alabasta ? Prochaine théorie sur le philosophe. On va parler du passé d'un des Mugiwara ? Et ouais, en plus c'est un passé super tragique, et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Ah, je me demande lequel c'est. Crois-moi, tu le sauras très bientôt. Surtout qu'il avait un petit frère. Oh, dis-moi c'est qui, s'il te plaît. Alors abonnez-vous et laissez un pouce bleu car la prochaine théorie sur le philosophe. Le passé tragique de Zoro et de sa famille. Non, sors-la vite, s'il te plaît. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Allez, ciao, à plus.